Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, on va voir différents chapitres qui vont donc en fait débuter le développement du robot de trading. Les points qu'on va voir ensemble, c'est premièrement la structure du logiciel, les grandes différences entre un robot de trading et un indicateur, voir un peu comment ça s'organise, quels sont les côtés à mettre dans un indicateur et à mettre dans un robot, ou à ne pas mettre dans un indicateur et ne pas mettre dans un robot. Ensuite, un point qui va intéresser du monde, c'est comment faire un code compatible MT4 et MT5. Est-ce que c'est possible? Je vais vous montrer quelques exemples. Vous allez voir que généralement, c'est pas compliqué. Il y a des choses plus complexes, mais en règle générale, on s'en sort. Et on va finir par la différence entre du codage orienté objet et du codage procédural, comme on dit, ou fonctionnel, ça dépend. Enfin, après, les puristes vont me corriger, c'est pas grave. Et puis, je vais vous expliquer en fait comment moi je fais le mix entre la programmation objet et la programmation procédurale. Je prends les avantages de l'un et de l'autre, je les mixe ensemble et ça me fait un code qui est facile à gérer. On va commencer par la structure du logiciel. Structurer un logiciel, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs choses. Soit vous faites du code linéaire, c'est-à-dire que vous avez un début, une fin. Voilà. Ça, c'est du linéaire. C'est très bien, par exemple, pour un indicateur simple. Par exemple, l'indicateur des moyennes mobiles, par exemple, c'est simple. Vous avez le début qui est la prise en compte de la configuration de l'indicateur, la période, par exemple. Vous avez le petit calcul ici, et puis à chaque fois que vous avez un tic, en fait, vous prenez, vous calculez, c'est fini. Vous prenez, vous calculez, c'est fini. C'est du linéaire, c'est très très simple à faire. L'autre structure logicielle, c'est quand vous avez des choses un peu plus complexes. Un peu plus complexes. C'est-à-dire que vous avez pareil, du linéaire, mais vous avez aussi des appels à des fonctions ici qui sont régulières. C'est-à-dire que là, votre code, si vous le faites en linéaire, il est peut-être trop long à lire et donc à corriger, à mettre au point. Et vous pouvez créer en fait des petites fonctions à côté que vous allez pouvoir tester unitairement. Et quand ces fonctions sont bien testées, sont bien rodées, vous avez pris tous les cas en considération, à ce moment-là, vous considérez que ce code, il est bon et on n'y revient plus. Ça, pour revenir sur cet exemple-là, c'est un fichier. Un seul et unique fichier. Pas la peine d'en avoir une ribambelle. Ça, à la rigueur, on peut faire un fichier. Je dis à la rigueur. Pourquoi? Parce que ça commence à être un poil long comme fichier. Et quand un fichier est trop long, déjà c'est chiant quand on veut retrouver l'information dans le fichier. Et puis, en plus, avec ces procédures-là, c'est difficile de pouvoir les isoler, voire de les réutiliser. Si vous avez par exemple cette fonction-là, la fonction A, qui est une fonction par exemple qui envoie un ordre vers le courtier. Ah oui, je prends le cas du robot, hein. Mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être typiquement calcul d'un indicateur, de l'indicateur moyenne mobile avec le type de la moyenne mobile. Voilà, par exemple. À ce moment-là, vous pouvez en avoir besoin dans un autre indicateur ou potentiellement un autre logiciel, que ce soit un robot ou autre chose. Mais il est inclus dans le fichier. Ça veut dire que vous allez devoir aller dans ce fichier, faire du copier-coller, le récupérer, mettre dans l'autre fichier. C'est pas top. C'est là où on commence à taper dans ce qu'on appelle la programmation modulaire, où on a des modules externes. Ça veut dire qu'on passe de un fichier à plusieurs fichiers. Et chaque fichier correspond à une des fonctions qu'on a extrait et qu'on a mis dans un fichier extérieur. Pour faire ça avec MetaTrader 4 ou 5, c'est très facile. Ici, vous avez le fichier MQL4, qui est le fichier de base qui contient le fichier source. Ici, si vous avez un fichier, vous avez un fichier MQL4. Alors bien sûr, hein, c'est MQL5 si vous êtes sur MetaTrader 5. Ouais, c'est pas très compliqué. Et si vous avez plusieurs fichiers ici, vous avez des fichiers qu'on appelle MQH, qui sont des fichiers en fait d'inclusion. C'est-à-dire que ici, en en-tête, vous allez inclure ces fichiers MQH
qui, lors de la compilation, seront intégrés dedans et c'est le compilateur qui va recréer avec tous ces fichiers inclus un énorme fichier, mais que vous ne verrez pas, et c'est lui qui sera compilé. Moi, ça, j'adore. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'isoler vraiment des fonctions ou des groupes d'informations, des groupes de données, pour pouvoir être tranquille, et vous savez que c'est toujours au même endroit, et que si en plus vous l'avez testé avant, bah vous n'y revenez plus. Vous faites de l'intégration de ce fichier MQH qui contient la fonction ou les données que vous voulez, et c'est fini. L'autre solution, on a vu le seul fichier ou le petit fichier avec potentiellement plusieurs trucs, bah c'est carrément le fichier où là on rentre un petit peu dans le côté objet. C'est vraiment un fichier qui va appeler des fonctions extérieures. Alors ça ressemble beaucoup à celui-ci, sauf que là on peut potentiellement en intégrer quelques-unes dedans. Ici non, toutes les fonctions sont appelées à l'extérieur. C'est-à-dire que là, dans ce fichier-là, qui est le MQL4 ou MQL5, vous allez avoir uniquement les fichiers structurels de MetaTrader. C'est-à-dire uniquement les routines qui appartiennent à MetaTrader. Rien d'autre. Tout ce qui est extérieur, donc qui n'est pas les fonctions natives de MetaTrader 4 ou 5, seront à l'extérieur. Et moi, je vous oriente sur ça. Alors, si vous avez un indicateur simple à faire, vous ne faites pas chier, hein. Franchement. C'est linéaire, vous êtes tranquille. Mais dès que vous commencez à taper dans du complexe, et le robot de trading, c'est compliqué, en tout cas c'est plus compliqué qu'un simple indicateur, on va s'orienter sur ça, où on va avoir vraiment le strict minimum, qui peut déjà être assez conséquent, hein, dans un fichier MQL4, MQL5, et après tout le reste sera à l'extérieur. Et c'est là où on a l'intérêt de, non pas la programmation procédurale, mais plutôt en objet, parce que chaque fois qu'on va avoir un besoin ici, on va appeler un morceau d'un objet. Voilà. Et ici, un morceau d'un autre objet. Donc quand on va intégrer avec un fichier MQH, on va intégrer carrément un objet, et dans cet objet, on aura tout plein de fonctions qui vont vraiment être dédiées à l'objet. On verra tout à l'heure la particularité. Deuxième point de la vidéo, deuxième chapitre, concernant la différence entre un indicateur et un robot. C'est très différent. Voilà. Pourquoi? Parce que un indicateur, on part bien du principe qu'un indicateur est visuel. Ça montre à l'écran des informations. Si vous avez, par exemple, les calculs des moyennes mobiles, on va prendre très simple. C'est un indicateur qui va travailler jusqu'à la bougie récente. C'est-à-dire que vous avez différentes bougies qui s'affichent. Hop, comme ça. Et l'indicateur qui montre ici. Et l'indicateur va calculer celle qui est en cours. À chaque fois que la bougie actuelle a un changement, donc à chaque tic, vous allez recalculer la moyenne mobile. Ça veut dire que vous allez avoir ce tronçon ici qui va être constamment en train de bouger en fonction de la bougie. À quoi ça sert? À pas grand-chose. À pas grand-chose, à part le fait qu'effectivement, si votre graphique change, vous voulez avoir aussi un indicateur qui suive le marché. C'est intéressant visuellement, mais est-ce qu'il y a un intérêt technique de trading, de stratégie? Je ne pense pas. Sauf si vous travaillez sur de l'anticipation. Moi, j'ai fait ça dans différents cas. J'ai des indicateurs comme ça qui travaillent avec deux systèmes d'alerte. Comme je fais tout en graphique, en fait, je le fais comme ça. C'est-à-dire que ici, par exemple, si je décide que là, mon indicateur, enfin, j'ai une flèche quand je change d'orientation, je change de tendance. Ici, je vais mettre une flèche ici, qui sera soit ici ou ici, suivant si c'est une nouvelle tendance haussière ou baissière. Et quand je suis sur la bougie 0, donc celle qui est en cours, en fait, je mets une flèche, soit je mets vert ici quand c'est en hausse, ou rouge quand c'est en baisse. C'est ma manière de faire, hein. Par contre, quand c'est la bougie 0, elle n'est pas valide. Elle est en cours de construction. À ce moment-là, je mets la flèche quand même, mais je la mets bleue. C'est-à-dire que c'est juste une indication visuelle qui est
bien visuel pour montrer que, ok, on a potentiellement un changement de tendance, mais qui est en cours. Et d'ailleurs, souvent, la flèche, elle est bleue, elle passe un peu bleue, elle s'efface, enfin, et c'est uniquement quand on est sur la bougie suivante, où là, ici, la bougie, par exemple, elle devient vraiment rouge en fixe sur la bougie numéro 1. Et ici, bah, du coup, j'ai potentiellement une nouvelle flèche qui peut apparaître. Et j'ai aussi des stratégies, ça j'ai fait aussi des robots de stratégie comme ça qui marchaient sur pareil, des détections en anticipation. C'est-à-dire que par exemple, je considère, enfin le robot considère qu'à 90% de la période, l'indication de l'indicateur, qui est calculée donc en temps réel, peut vouloir dire qu'on est vraiment dans une situation de potentielle opportunité. Donc à partir de 90% de la période sur la bougie 0, je peux détecter une opportunité et carrément rentrer dedans, avec après des conditions particulières au cas où les 10% du temps restant, bah, la bougie se renverse ou il y a n'importe quoi qui peut se passer et puis ça pète. Donc c'est dangereux, ça ne sert pas à grand chose. Période 2 avec un O. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, à part prendre des risques en plus. C'est pas trop intéressant, mais voilà, vous pouvez jouer à ça. Ça, c'est le côté indicateur. C'est que l'indicateur, on calcule toujours à chaque tic. Ce qui, à mon avis, ne sert à rien, à part malheureusement prendre de la charge machine. Puisqu'à chaque tic, vous allez faire des calculs. Faire des calculs, faire de l'algorithmie, faire des traitements, des tests et tout ça. Alors, ça peut ne pas prendre trop de temps, mais suivant l'indicateur que vous avez, ça peut être quand même assez chargé au niveau du temps. Ça, c'est l'indicateur. Le robot, moi, ce que je fais, alors je vous ai dit que j'avais déjà fait des robots comme ça qui anticipaient la fin de la bougie. J'en ai fait un ou deux et j'ai pas trouvé que c'était vraiment très pertinent. Par contre, maintenant, les robots, ce que je fais, je ne travaille que sur la nouvelle bougie stable. Je m'explique. Vous avez un marché comme ça qui contient différentes bougies. Celle-là, c'est la bougie 0, elle est en cours. Alors, bougie 0, c'est important parce que quand vous travaillez dans le code, la bougie 0, l'indice 0 de votre marché, c'est toujours la bougie qui est en cours. La bougie 0, elle est en cours. Elle bouge, elle bouge. Le robot, il l'ignore. Le robot, lui, va travailler que sur cette zone-là. Ça n'existe pas. Pour le robot, ça n'existe pas. À un moment donné, cette bougie, hop, elle est finie et on a une autre ici qui devient donc 0 et celle-là, hop, hop, elle est valide. Donc le robot, il va détecter ici qu'il y a une nouvelle bougie et à partir de là, il va travailler sur celle-là. Elle fait sa vie, on s'en fout. Mais c'est à ce moment-là que le robot va travailler. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous avez, si on prend la différence entre un indicateur et un robot, l'indicateur, à chaque fois qu'il y a un tic, tac, 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 il va travailler. À chaque tic, il fait un calcul, il affiche, un calcul, il affiche. Le robot, lui, il attend d'avoir une nouvelle bougie. Là, il y a un intérêt pour bosser. Nouvelle bougie. Là, il y a un réel intérêt pour bosser. Et tant qu'il n'a pas une nouvelle bougie, en fait, il s'en fout. Il fait rien. Et ça, c'est très important. Alors, pourquoi j'ai hésité? Parce qu'en fait, le robot, il est réveillé à chaque tic, comme l'indicateur. Donc, il aura quand même un petit traitement ici. Il aura un petit traitement ici. Et le traitement, il va être simple. Ça sera, je regarde le nombre de bougies du marché. Si c'est comme avant, je touche rien. Voilà, ça sera juste un petit test, mais il sera forcément réveillé à chaque fois. Voilà, je ne vais pas vous mentir, il y aura forcément des petits réveils comme ça régulièrement, à chaque tic. Mais le vrai traitement du robot, il se fera que sur changement de bougie. Ça, c'est important, parce que ça veut bien dire que une charge d'un robot
est inférieure à celle de l'indicateur. Ce que je vous montre là, c'est uniquement pour les détections d'opportunités. Parce qu'il va de soi que si jamais le robot a ouvert un ordre, et que vous avez ici des ordres sur le marché qui sont actifs, ça peut être intéressant quand même de gérer le suivi des ordres. Donc, il est possible d'avoir aussi des traitements à chaque tick ou de façon cyclique, c'est vous qui voyez, hein. Mais il est possible d'avoir des traitements qui vont juste contrôler les ordres pour potentiellement faire de la pyramidalisation, pour potentiellement fermer un ordre avant qu'il atteigne son stop, parce que le robot a détecté une situation qui était extrêmement trop critique pour risquer d'aller jusqu'à la fin du stop. Parce que des fois, quand vraiment on voit que le marché il marche à l'envers et qu'il n'y a quasiment pas de chance qu'il se retourne, autant couper les pertes pendant qu'elles sont encore là, hein, pendant qu'on peut le faire. Pas la peine d'attendre forcément le stop loss. On peut aussi gérer un système qui va suivre et qui va voir que le take profit est suffisamment proche et que la configuration montre qu'on peut aller plus loin, donc on va bouger le stop loss. Il y a tout un, enfin pour le mettre en break-even par exemple, il y a tout un suivi de position que le robot va devoir faire lui à chaque tick. Donc là, ce que je vous montre ici comme charge, c'est vraiment pour la détection, calculer les indicateurs pour vérifier la stratégie. Mais il y a forcément ici, à chaque tick, une charge du robot par rapport aux ordres. Voilà, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est normal. Ce sont les grosses différences entre un indicateur et un robot, surtout au niveau de la charge de calcul. C'est important parce que si vous avez un robot qui est très important, qui est très très lourd au niveau de la stratégie, qui recalcule des indicateurs qui ne sont pas classiques, parce que MetaTrader intègre directement des fonctions qui sont liées aux indicateurs, comme la moyenne mobile, MACD ou autre chose, c'est carrément intégré dans le code natif de MetaTrader. Si vous avez, vous, votre stratégie avec des indicateurs qui sont un genre de mix très bizarre, très particulier, que vous seul avez créé, ça veut faire vraiment du vrai calcul un peu plus complexe. Et donc la charge de calcul, il faut la prendre en compte quand même, c'est important. Surtout si vous avez un robot qui tourne sur 1, 2, 10, 20, 100 marchés, ou avec en multipliant par rapport à la time frame, à la période. C'est important, il faut le savoir, et il faut surtout de temps en temps contrôler les charges de calcul pour faire ce qu'on appelle de l'optimisation. Ça vient généralement ça après le développement et la mise au point du robot, enfin du logiciel. On a toujours une phase après de contrôle et d'optimisation, de factorisation qui permet de limiter la charge de calcul. Voilà, ça c'est la grande différence. Maintenant, un sujet qui va intéresser du monde, c'est la compatibilité du code entre MT4 et MT5. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible. MT4 contient ses fonctions de langage, son langage qui s'appelle MQL4. C'est un langage qui commence à être un peu vieillissant. Il faut savoir qu'avant MT4, il y avait MT3 aussi, qui était moins connu parce que c'était vraiment le côté, le B.A.B.A. qui était surtout vraiment sur les marchés russes. En fait, Metacode est russe. Désolé pour ceux qui sont contre la Russie, mais ils font du bon taf quand même. Donc, MT4, c'est un logiciel qui commence à être vieillissant, qui a ses fonctions d'affichage, ses fonctions de calcul, qui sont malgré tout assez performantes. D'ailleurs, c'est pour ça que MetaTrader est une des plateformes de trading pour les particuliers qui est la plus utilisée. C'est quelque chose qui permet vraiment de faire de très belles choses. Et si jamais les fonctions basiques, natives, ne vous permettent pas de faire vraiment ce que vous voulez faire, il y a moyen de s'arranger et de faire quand même des choses vraiment sympas. Moi, sur mes écrans, sur mes indicateurs, je m'amuse. Je m'amuse. Quand je trouve pas la fonction dedans, je la recrée à côté et franchement, ça fait des belles choses. Mais bon, maintenant, MetaCode a créé MT5. Il faut savoir que MT5 englobe, et ça c'est très important de le savoir, englobe une énorme partie du langage MT4. Vraiment, une énorme partie du langage MT4. Une partie ici qui est sortie, qui n'est pas pris en compte
dans MT5. C'est souvent lié à comment dire, au calcul des indicateurs. Pourquoi? Parce que la philosophie, l'organisation du cœur en fait de MetaTrader a changé entre MT4 et MT5. MT4, quand vous vouliez calculer un indicateur, vous faisiez tout bêtement un appel à l'indicateur avec les paramètres. Chaque fois, vous faisiez un appel à un indicateur. Typiquement, si vous aviez un marché de 1000 données et que vous vouliez calculer les moyennes mobiles pour les afficher, vous étiez obligé de faire 1000 calculs. Alors, il y avait l'avantage de maîtriser vraiment les calculs, l'endroit où vous calculiez. C'était intéressant, mais malgré tout, c'était quand même une charge de calcul. C'est le code qui tournait avec des boucles assez infernales. Moi, au tout début, j'avais récupéré des historiques de fous, vraiment de fous, parce que j'avais eu avec Kant, je crois, il y avait un site où on pouvait télécharger tous les historiques de tous les marchés, tous les time frames, depuis très longtemps. Et j'avais fait ça, j'avais des fichiers, mon disque il était comme ça. Par contre, dès que je faisais des calculs d'indicateurs pour l'affichage, les boucles, elles étaient assez infernales et souvent j'avais mon PC qui commençait à ramer sérieusement. MT5 a une autre philosophie. MT5, il va créer, comment on appelle ça? Un thread, c'est le mot anglais. Ils appellent ça un handle, enfin c'est un numéro. Bref, c'est un travail, un chantier, je ne sais pas comment vous appelez, après dites-le dans les commentaires. Bref, c'est un numéro. En fait, il va créer un calcul, il va configurer donc un indicateur, et il va dire ce calcul, il va s'appeler numéro 4. Ah ben d'accord, j'ai parti pour un 5. Numéro 5. Ce calcul d'indicateur, c'est le numéro 5. Et à chaque tic, en fait, c'est MetaTrader directement en natif dans le cœur de MetaTrader qui va recalculer tous les indicateurs que vous avez créés. Ce n'est pas vous qui faites votre boucle, c'est lui qui va calculer automatiquement. Donc vous créez juste un endroit pour dire bah, je veux que tu me calcules cet indicateur-là, et à chaque appel, il va le calculer. Alors dans MetaTrader, à chaque appel, vous devez vérifier ce qui a été calculé, ce qui n'a pas été calculé, et vous devez vous-même recalculer ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est la grosse différence, la très très grosse différence qui rend les codes MT4 incompatibles pour MT5. C'est le gros truc, vraiment le gros truc. Ça, c'est vraiment le gros truc. Et ce qui fait que si vous récupérez un indicateur MT4, ça, vous allez devoir le reprendre, et des fois, suivant comment l'indicateur a été créé, comment il a été codé, c'est prise de chou des fois. Hein. Franchement, c'est chaud. Mais voilà, c'est le gros travail, la grosse différence entre MT4 et MT5. Le reste, normalement, tout ce qui est codé là, vous pouvez l'utiliser ici. Il y a des petites différences quand même. Parce que là-dedans, certes, il y a cette différence-là, mais il y a aussi autre chose. On va dire que ça représente ça, voilà. Mais tout le reste là, eh bien le reste, ce sont des fonctions et ce qu'on appelle des raccourcis MT4 qui ont été créés pour MT4 et qui n'ont pas été récupérés pour MT5. Souvent dans MT4, vous avez deux façons, peut-être même trois, mais on va dire deux façons pour récupérer une donnée. Par exemple, si vous voulez récupérer ask, donc la valeur ask ou la valeur bid, eh ben en fait MetaTrader 4 vous dit, vous appelez ask directement et c'est lui qui se démerde à vous récupérer le ask ou le bid. Vous pouvez aussi le faire, ça vous pouvez le faire avec, je crois que c'est MQL info integer, non, double. Je vous mets sur l'écran en même temps que je parle, hein, parce que sinon moi je dis peut-être des bêtises, là, mais je crois que c'est ça, avec entre parenthèses un nom particulier qui va vous récupérer le ask ou le bid. Les gens qui ont programmé sur MT4,
en sachant qu'il y avait ces raccourcis-là, ont utilisé ces raccourcis. Bah ouais. Sauf que si vous passez sur MT5, MT5 il connaît pas ça. Il connaît ça, mais pas ça. Ça veut dire que si vous récupérez un code MT4, vous êtes obligé de retrouver tous les raccourcis qui ont une version un peu plus technique pour récupérer la même donnée, et vous allez devoir transformer ces raccourcis avec ça. C'est particulier, mais n'empêche qu'en faisant ça, vous allez déjà vous éliminer pas mal d'incompatibilités entre MT4 et MT5. Ça, c'est important. Une autre chose aussi, c'est que pour accéder au marché, MetaTrader 4 offre les possibilités de faire carrément Open, qui est un tableau. Donc on fait Open, accéder, vous faites Close, vous faites High, Low, vous faites les volumes. Tout ça, c'est des tableaux qui sont créés de base par MetaTrader 4. Donc ça, c'est bien MT4. Vous faites ça et vous allez directement taper dans le marché et récupérer la donnée qui vous intéresse. De tous les codes utilisent ça dans MetaTrader 4. Parce que, pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est lisible, c'est facile à comprendre, et puis on n'a pas à anticiper, récupérer les données pour faire tout. Non, on tape directement là où on veut. Ça, c'est super pratique. Sauf que MetaTrader 5, ça vous oubliez. Alors, je sais qu'il y a une solution. Alors, pour les indicateurs, vous avez le OnTick. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça sur un indicateur ou si c'est pour les robots, mais enfin bref. Non, c'est OnCalculate. Vous avez OnCalculate qui contient un grand nombre de paramètres ici. Et les paramètres, ce sont les adresses sur ces tableaux Open, Close, High, Low, Volume, les ticks aussi, enfin différentes choses. Et que vous pouvez donc du coup taper directement dans ce tableau-là. Oui, si vous êtes dans cette fonction. Mais si vous êtes dans une autre fonction, vous allez être obligé de récupérer ces paramètres et de les transférer de fonction en fonction pour garder cette facilité de lecture. C'est faisable, hein. Mais pourquoi vous faire chier avec des paramètres que vous allez ajouter? Bon, c'est des paramètres par adresse, donc ça va, c'est pas non plus très lourd au niveau transfert, mais ça va complexifier la lecture de votre code, ça va l'alourdir, il y aura toujours 1001 paramètres, ça va pas forcément être top. L'autre solution, c'est faire ce que l'on fait sur MT5, c'est-à-dire vous faites du copyrate. Ça, c'est pour MT5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez avoir une information liée à une bougie, vous faites un copyrate et vous copiez dans un tableau local vos données que vous voulez utiliser. Que ce soit 1, 2, 10, 100, vous faites un copyrate. Donc, vous choisissez les données que vous voulez extraire du marché, vous les copiez dans votre variable locale et vous travaillez dedans. Ça marche aussi pour MT4. Bah oui, c'est pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des raccourcis. On va pas se faire chier non plus. Donc, on prend les raccourcis, mais si vous transformez votre code MT4 à la place de mettre des accès directs, des copyrights et vous travaillez dedans, ben vous avez un code qui devient compatible MT4 et MT5. Ça, c'est pareil, c'est un très gros travail parce que, soyons quand même clairs, quand on a des raccourcis, on les prend. Donc voilà. Mais si vous avez ce travail de bien structurer vos systèmes d'accès au marché par des copyrights, ben, du coup, vous avez vraiment un code qui est compatible. Compatibilité, oui, ok, mais des fois, eh ben, c'est pas compatible. Typiquement, tout ce qui est accès à l'historique des marchés, typiquement la liste des ordres ou des positions ou des différentes choses historiques, en fait, vous avez une manière différente entre MT4 et MT5. Donc, il y a vraiment pour le même traitement, des fois, quelque chose qui est vraiment pas compatible. Vous allez être, soit par exemple pour un type d'ordre, il y a plus de types d'ordre disponibles sur MT5 que sur MT4. MT4, je crois, on a open close, on a les stop loss, les buy stop, les
les buy stop, les sell stop, les sell limit et buy limit. Et je crois qu'avec ça, on a fait le tour. MT5, c'est plus complet. Donc là, malheureusement, si vous avez des traitements, vous êtes obligé de faire des groupes de traitements différents. Alors par exemple, moi, ce que je fais, c'est que on a une variable d'environnement qui s'appelle double underscore MQL4 ou double underscore MQL5. Si vous avez un code que vous faites tourner sur MetaTrader 4, elle sera définie. Si vous le faites sur MT5, c'est elle qui sera définie. Donc avec du précompilateur, vous pouvez faire un ifdef. Donc vous faites hop, ifdef, hop, je vais effacer, hop, ifdef MQL4, vous faites votre code spécifique MQL4 et vous finissez par ndif. Et en dessous, vous faites pareil, vous faites votre ifdef double underscore MQL5, votre code spécifique MQL5 et vous finissez par un hop, ndif. Je vous montre là sur l'écran un exemple, hein, vous voyez, c'est assez simple. C'est une fonction en fait qui utilise en fait les fonctions spécifiques MQL4 et MQL5. Et à la fin de ces deux blocs qui sont vraiment très spécifiques, en fait, les données ont été extraites spécifiquement, mais après, le traitement est générique. Donc, ensuite, on a un traitement qui est classique, c'est le code classique qui est aussi bien compatible MQL4 et MQL5. Voilà, ça c'est pour les particularités. On va finir cette partie compatibilité MT4, MT5 par des attributs aussi qui n'existent que d'un côté ou d'un autre. Donc là, il va falloir vous faire des traitements particuliers. Vous allez devoir faire des codes un peu particuliers. Et c'est là surtout où on voit que la programmation par module extérieur va vous aider parce que si vous avez un code qui débute ici, vous avez ici des portions qui sont incompatibles. Donc vous avez du code avec ifdef, MQL4, MQL5. Ça veut, puis un autre ici, puis un autre là, puis un autre là. Votre code, il va rapidement être un peu chiant. Donc autant avoir ici des appels à des fonctions et que chaque fonction est dans un fichier séparé. Voilà, comme ça. Le gros avantage, c'est que quand vous avez écrivé votre code avec ces trucs ifdef, MQL4, MQL5 ou avec un traitement un peu plus costaud puisqu'on n'a plus les raccourcis, bon, en fait, ce code, cette partie-là est plus petit au niveau du fichier, plus facile à mettre au point, plus rapide. Et après, ici, vous avez juste un appel. Typiquement, ouvrir ordre. Ouvrir ordre avec un numéro de position ou avec une configuration. Lui, en fait, vous lisez ouvrir ordre. Après, comment il le fait? Vous en foutez. C'est lui qui se démerde. C'est dans ce code-là où c'est compliqué, mais lui, il est simple. Et ça permet d'avoir un truc simple. Je vais vous expliquer comment je fais pour avoir un code compatible. Moi, j'ai un fichier qui s'appelle MQL4. Et j'ai un fichier qui s'appelle MQL5. Jusque-là, c'est deux. Alors là, par exemple, c'est .mql4 et là, c'est .mql5. Qu'est-ce que je fais? Dans ce fichier, je mets vraiment la config. Quand je dis config, c'est-à-dire que la configuration qui est vraiment purement par tout ce qui est valeur de préprogrammation, comme les properties, enfin tout ce qui commence par dièse. En fait, la config dièse. Voilà. Tout ce qui est expression qui commence par un dièse, il faut, je vous le conseille franchement, il faut les mettre dans le fichier .mql4 ou .mql5. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que si vous le mettez dans un fichier MQH, comme j'ai fait à une époque, ça ne marche pas vraiment. Ou pas tout le temps. Enfin, en tout cas, c'est pas stable. Donc, tout ce qui est config avec les dièses qui sont vraiment dédiés au code, aux expressions vraiment natives de MetaTrader, vous les mettez dans votre fichier MQL4. Ça, c'est impératif vraiment pour être tranquille. Et juste après,
moi ce que je fais, c'est que je fais un include, donc je fais un dièse, include, et je fais par exemple, je sais pas, on va l'appeler, ça, on va dire que c'est un indicateur qui s'appelle Toto. Oui, je sais, c'est pas, mais j'aime bien. Toto.mql4 et Toto.mql5, et ben ici je fais un include Toto.mqh. Et ici, pareil. Ça, c'est ici et là. Ça, c'est mon fichier spécifique MQL4, MQL5. Et à partir de toto.mqh, c'est que des fichiers compatibles. Et en fait, tout mon code de l'indicateur ou du robot est dans toto.mqh. Toutes mes fonctions onInit, onCalculate, onTimer, changeGraph, je crois, changeDisplay, tout ce qui est vraiment spécifique au cœur de l'indicateur ou du robot est dans le toto.mqh. Par contre, tout ce qui est vraiment spécifique et qui ne peut pas être autrement que dans un fichier MQL4 ou MQL5 est ici. Et moi, du coup, j'obtiens des fichiers stricts MQL4, MQL5 et tout le reste, mais vraiment, tout le reste est compatible. Et ça, c'est comme ça que je structure tous mes logiciels et ça marche du feu de Dieu. Franchement. Et si vraiment, au pire du pire, vous avez une fonction qui est très typée MQL4 ou très typée MQL5, rien ne vous empêche ici, dans un des fichiers qui est compatible, lui, de faire un ifdef hop, MQL4. À ce moment-là, dedans, vous faites un dièse include fonction MQL4. .mqh avec un dièse, c'est pas très bien écrit, je suis désolé, hein, mais c'est un peu tordu, avec ndif, oh là là, carrément, ndif, et juste après un ifdef dièse, enfin underscore mql5 include fonction mql5.mqh. Comme ça, vous avez séparé la partie vraiment spécifique MQL4 et MQL5. Je vous le déconseille quand même. Je vous déconseille parce que vaut mieux avoir par exemple un include de tout ce qui est affichage, un include de tout ce qui est gestion courtier, un include de tout ce qui est affichage graphique, de tout ce qui est traitement d'une stratégie, de tout ce qui est calcul de domaine mobile ou calcul d'indicateur. Et c'est dans les fonctions que vous appelez où là vous avez des ifdef MQL4, MQL5. C'est vous qui voyez, si vous avez des commentaires ou des expériences autres, dites-le dans le commentaire. Moi, c'est comme ça que je travaille et franchement, ça marche très bien. On va finir cette vidéo avec un petit point particulier sur la différence entre la programmation orientée objet, la POO, et la programmation procédurale par des procédures. Alors, la grande différence, c'est que qu'est-ce qu'un code orienté objet? Alors là, les puristes, ils vont m'envoyer des cailloux. Soyez zen, hein, je ne suis pas un pro dans la programmation objet. La programmation objet, ce sont des modules, on va dire des modules, qui contiennent des données, donc des data, et des fonctions. Ça, c'est un objet. Voilà, ça, c'est un objet. On appelle aussi une classe. Bon, après, il y a d'autres termes potentiellement, mais vous appuyez pas trop sur les mots, essayez d'être zen quand même par rapport à ça. Voilà, un objet, grosso modo, ce sont des données, des fonctions, par rapport à un traitement particulier. Voilà. Et vous avez plusieurs objets comme ça qui existent, chacun ayant son but particulier. Par exemple, vous pouvez, si on prend le cas de MetaTrader, vous pouvez avoir un objet qui s'appelle ligne. C'est-à-dire qu'avec cet objet, vous allez tracer des lignes ou gérer des lignes. Vous pouvez donc du coup, dans les fonctions, on va afficher une ligne. Dans les données, on va définir si c'est une ligne verticale, horizontale, oblique, avec une prolongation, avec une projection.
Vous pouvez aussi avoir des fonctions de rotation de la ligne, ou de mouvement de la ligne, ou de glissade de la ligne. Voilà, ça, c'est des fonctions particulières, toujours liées à une ligne. Toutes les fonctions seront liées à la ligne. Chaque ligne sera une fonction, enfin un objet. Voilà, par exemple, ici, vous pouvez avoir un truc qui s'appelle triangle, avec pareil, les datas et les fonctions, et puis après, X choses, voilà. Et ça veut dire que chaque fois que vous allez avoir quelque chose sur votre écran, par exemple, vous allez dire « Je crée un objet ligne qui est de telle forme. Je bouge mon objet ligne pour le mettre à tel endroit. Je le fais bouger, je le fais grandir, je le fais... » Enfin, voilà, tout plein de choses. La programmation objet, c'est une programmation qui permet de créer dynamiquement les objets. C'est-à-dire qu'au début, vous avez un code qui contient son traitement, mais la mémoire, elle est vide. C'est-à-dire que le code, lui, il a ses valeurs statiques. Il a ses valeurs, ses variables qu'il utilise. Mais sinon, grosso modo, il a 2 gigas de mémoire disponible où il en fait ce qu'il veut. Par défaut, c'est pas utilisé, vu que tout est statique, ça ne bouge pas. Par contre, s'il a des objets, il va pouvoir dire à un moment donné, je crée un nouvel objet ligne. Voilà. Dans ce code-là, je crée un objet ligne. La mémoire va se remplir avec le ligne dedans. Qu'est-ce qu'on a en mémoire? On a les données et du code de fonction. Donc on a les données et les fonctions. Voilà, pour l'objet ligne. Et puis dans le code, on va créer un deuxième objet ligne. En fait, dans le code, on va créer un nouveau ligne avec les données. Non, je n'ai pas oublié les fonctions. Mais les fonctions, c'est des fonctions statiques. Les fonctions vont utiliser des données. Quelque part, il va appeler ça. Les fonctions, c'est toujours pareil. C'est juste que les fonctions vont travailler sur un environnement de données. Et les données sont spécifiques à cet objet. Et puis, en fait, on va créer encore un autre objet ligne, donc avec ses propres données, qui va toujours utiliser les fonctions créées la première fois. La mémoire va se remplir au fur et à mesure. Après, il y a moyen de dire, cet objet-là, j'en veux plus. Donc, je supprime. Alors, si je supprime celui-là, bien sûr, vous en doutez, ça supprime les données et les fonctions. Tant qu'il y a un objet qui les utilise, il les garde, hein, évidemment. Et voilà, ça veut dire que la mémoire, elle va se remplir et se vider, c'est du dynamique. Et ça, c'est intéressant, sauf quand vous codez et que vous devez gérer les objets dynamiques, parce que chaque objet va... vous allez devoir avoir un pointeur dessus. Un pointeur, c'est une adresse dans la mémoire qui va pointer sur l'objet, qui va pointer sur chaque objet. Et là, du coup, vous tapez dans l'écriture de code avec des pointeurs, des adresses, des données pointées avec des caractères comme ça pour l'adresse, ça pour la donnée pointée. C'est une source d'emmerde. Je peux vous le dire. J'en fais au boulot parce que je suis obligé de faire des choses comme ça. En langage C, en plus, c'est encore plus permissif. C'est une source d'emmerde. Vous allez vous galérer la vie. Ça marche très bien. Je l'ai fait justement quand j'ai fait l'indicateur sur les volume profile. Volume profile, en fait, ça utilise en fait des données qui ne sont pas connues dès le début. Et donc, je crée des tableaux qui se remplissent au fur et à mesure que le marché évolue. Et suivant différentes configurations. Et du coup, j'utilise beaucoup d'objets avec des pointeurs et des valeurs pointées. La mise au point a été dure. Mais ça, c'est la partie objet. Donc la partie objet, c'est du dynamique. On peut aussi avoir une valeur statique qui est un objet, mais c'est pas comme ça qu'on l'utilise. Généralement, votre code, vous avez un objet qui s'appelle, je sais pas, C, qui est un objet. Dans votre code, c'est souvent un pointeur C qui pointe sur un objet. Quand vous voulez créer cet objet, vous faites un new. New, l'objet qui va être donc pointé par ce... Enfin, vous avez PC égale new objet.
Et à partir de là, vous n'utilisez que ce pointeur-là. Alors après, vous avez des objets en liste et tout ça. Enfin, je vous passe ces détails, mais ça devient vraiment très compliqué. Quand vous voulez détruire, vous faites je crois que c'est delete. Je sais qu'il y a différents langages, des fois c'est remove, mais là on va dire delete, objet. Et si vous faites un delete objet, ok, très bien, mais il faut faire en sorte que le pointeur soit effacé aussi. Sinon le pointeur va toujours pointer sur la mémoire. Du coup, il faudra faire un pointeur égale nul pour pouvoir bien indiquer que ce pointeur il ne sert plus et qu'il pointe sur rien. Voilà, c'est compliqué. Après, vous avez des moyens de construire aussi votre application avec cette suite d'objets. Il faut savoir que typiquement, on va faire les logs. Dans la prochaine vidéo, on va faire les logs. Donc, je pourrais avoir carrément un objet log. Donc, on va dire pointeur de log égale new log. L'objet log. Si je veux utiliser ces logs dans n'importe où dans mon code, il faut que je propage le pointeur des logs dans toutes les fonctions. Ou carrément, il faudrait que carrément j'ai un pointeur robot qui pointe sur un objet robot, et dans cet objet robot, j'ai un pointeur log qui est connu, puis un pointeur, je sais pas moi, graphique, un pointeur, bref, et qu'à chaque fois, dans les logs, j'ai un pointeur fichier. Et vous imaginez un peu le bordel? Enfin, moi, je sais pas faire ça. Je sais pas faire, moi. Je sais pas faire. Ou en tout cas, ça me fait chier. Ça, c'est clair. Alors, si vous avez des commentaires, allez-y, lâchez-vous. Mais moi, je sais pas faire. Et puis, on m'a montré différentes techniques, mais ça me gave. J'ai l'impression d'être pieds et mains liés et que si je veux faire évoluer mes codes, ce que je fais assez souvent, je suis bloqué. Et donc, ça m'énerve. Tout ce qui est procédure, c'est beaucoup plus cool. Parce que carrément, vous avez créé des fonctions ici. Et votre code, des fois, il les appelle. Voilà. Il les appelle comme il veut. Tranquille. Et puis même, si lui veut appeler lui, il appelle. Hein. Mais oui, ça gêne pas. Ça gêne pas du tout. Ça gêne pas du tout, sauf si, par exemple, dans ce code-là, lui, il a besoin de lui, donc il l'appelle. Ah, ça gêne. Ça gêne beaucoup. Parce que vous pouvez avoir un truc récursif comme ça qui va vous exploser le code en une fraction de seconde, ça va être rapide. Donc, le procédure, on n'a plus du coup cette espèce de regroupement de fonctions et de données, et c'est difficile. Par exemple, si vous faites une procédure ligne, ok, qui va gérer donc l'affichage d'une ligne avec les différentes choses, cette fonction n'a pas ces données appropriées. Cette fonction, c'est une fonction. Je vous rappelle, l'objet, dans un objet, on a les données et les fonctions. Dans une fonction, on a les fonctions. C'est très important à savoir. C'est-à-dire que si vous faites de la procédure, vous devez, vous, ici, gérer les données. Et les données, pas de ça, mais les données de l'ensemble des choses. Pour gérer les données, il y a deux manières. Soit vous faites des données qui sont créées à un endroit, et à chaque fois que vous appelez une fonction, vous passez en paramètre les données qui sont utilisées ou à utiliser. Ça, c'est possible. C'est possible, sauf que à chaque fois, vous risquez d'avoir des fonctions avec 1, 2, 3, des fois plus de paramètres à passer, ce qui est un peu lourd. Donc du coup, les données, il faudra, vous, que vous les fassiez en structure. Par exemple, avec struct, hein. Vous définissez une structure, par exemple, si vous avez une ligne, par exemple, une ligne contient le point d'origine en X, Y, le point de destination, X, Y, la taille de la ligne, la couleur de la ligne, enfin, différentes choses que l'on pourrait retrouver dans un objet. Je vous rappelle que l'objet
ligne, il contient les données et les fonctions. Donc en fait, ça veut dire que toutes les données ici de la ligne, il faudra les créer comme si vous aviez un objet. Donc les passer par paramètres, c'est très très bien. L'autre solution, beaucoup plus économique, c'est de faire des données globales. Des variables globales. Ça, c'est génial. Ça, pour vous foutre dans la merde, c'est génial. Ok, vous avez une variable globale. C'est-à-dire qu'une variable, c'est visible de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut lire la variable globale. Ça, c'est le côté génial. Ça veut dire que tout le monde peut écrire dans la variable globale. Ça, c'est la partie moins géniale. Parce que vous n'avez aucun contrôle sur qui lit, ça on s'en fout, mais qui modifie la variable globale. Et c'est là où l'intérêt de l'objet est très important. Parce que je vous le rappelle encore, dans un objet, il a les données et les fonctions. Normalement, les données appartiennent à l'objet. Il n'y a que l'objet qui peut modifier ces données. Il y a des cas particuliers, mais l'objet, les données appartiennent à l'objet. Si vous voulez modifier une variable de l'objet, vous passerez par une fonction qui, elle, va taper dans la variable. Si vous voulez lire une donnée, vous allez taper sur une fonction qui va lire la donnée. C'est très très résumé, très succinct, parce qu'en fait, un objet a différents types d'accès aux données. Enfin bon, voilà. Pour l'instant, je vous montre le côté en fait, pratique d'un objet, de ce que l'on peut faire. Ça veut dire que vous avez une partie qui est vraiment protégée. Personne ne peut librement aller écrire ou lire ou écrire dans une donnée d'un objet. Je vous le redis, c'est particulier. Je vous spoil un peu sur autre chose, parce qu'en fait, on a des types private et public. Je zappe la troisième condition. Private, ça appartient vraiment à l'objet et personne d'autre à l'extérieur ne peut accéder à ces données. Public, ça veut dire qu'on donne, comme une variable globale, accès à la variable. Typiquement, si c'est quelque chose qui est uniquement produit ici et que on veut le donner disponible pour l'extérieur pour qu'on puisse accéder à cette donnée, on peut le mettre en public. Mais j'aime pas moi. J'aime pas trop. Bon, je vous ai montré rapidement, succinctement, attention, j'ai zappé beaucoup d'informations. Maintenant, je vais vous dire comment moi je code. Dans l'objet, il y a plein de trucs bien. Dans la procédure, il y a plein de trucs bien. Dans l'objet, il y a plein de trucs chiants. Dans les procédures, il y a plein de trucs chiants. Et ben en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les trucs bien ici et les trucs bien ici. Bah, c'est qu'en fait, je code avec des objets. Donc, je crée des objets qui contiennent donc des données et des fonctions. Par contre, je l'écris statique. Statique global. C'est-à-dire que je crée une variable globale. Je reprends l'exemple des logs, parce qu'en fait, c'est le premier code qu'on va faire. Je crée une variable globale que j'appelle glog. Alors pourquoi G? Parce que c'est global, hein, c'est comme ça que je les repère. Glog, qui est de type... alors C, parce que c'est une classe. Clog. Donc j'ai ma variable globale, glog, qui sera vue donc de tout le monde dans le code, qui est un objet clog. C'est-à-dire qu'en mémoire, j'ai en statique la glog qui est créée avec ses données, ses fonctions. Si dans un code, par exemple, si au fin fond de mon code, j'ai besoin d'envoyer un log, je fais glog, point, puisque c'est le point qui permet d'appeler une des données ici, et je fais par exemple écrire, parce que j'aurais créé une fonction écrire ici, qui envoie dans le fichier log.
avec blabla derrière. C'est que je prends le côté objet pour sécuriser les données qui sont propres à la fonction liée à l'objet, tout en faisant du global pour que ce soit accessible de tout le monde. Mais comme j'ai ma protection au niveau de l'objet, je me protège automatiquement des accès à mes données propres aux objets. Et puis, je fais du statique, comme ça ma mémoire, elle est fixe. Comme c'est des langages embarqués, moi je sais que dans les systèmes embarqués que je fais dans l'aéronautique, dans le spatial et autres, on a interdiction de faire de la programmation dynamique, parce qu'on veut avoir une maîtrise vraiment de la mémoire utilisée. Donc, généralement, là, je prends cette contrainte et je l'utilise. Donc je prends les avantages de l'objet, tout en ayant l'avantage aussi d'une mémoire statique. Je risque pas, par exemple, d'avoir un objet qui va être créé 1, 2, 3, 10, 100 fois, 1000 fois, et que les conditions font que ça va être créé beaucoup trop de fois, et que malheureusement, ma mémoire explose. Le robot, je veux avoir confiance dans ce logiciel. Et si j'ai une gestion de mémoire qui est erratique, avec ce qu'on appelle des fuites mémoire, parce que j'ai oublié, après avoir supprimé un objet qui ne me sert plus, d'avoir libéré sa place mémoire, j'ai une fuite mémoire, du coup j'ai des zones qui sont inutilisées et qui sont vraiment remplies, et qui peut aller jusqu'à faire péter le robot. Et ça, c'est pas le but. C'est comme ça que je programme, c'est comme ça qu'on va programmer. En tout cas, si vous avez des remarques par rapport à ça, dites-le. Mais ça ne changera pas beaucoup à ma manière de faire, puisque moi, j'ai trouvé vraiment des intérêts à faire ce genre de choses. Et puis l'avantage, c'est que comme il est créé globalement, quelle que soit ma profondeur dans mon code, je sais que je peux y accéder librement et c'est génial. Voilà pour cette vidéo, j'espère que je ne vous ai pas trop gonflé. Voilà, si vous voulez avoir la suite, alors la suite c'est la programmation du log. On va regarder un peu comment on va organiser ça au niveau algorithmique. Vous verrez que ça a l'air simple, mais il peut y avoir des petites subtilités. Et puis après, on fera vraiment du code, on commencera à taper dans le dur. À bientôt.